Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des défenseurs en NBA et plus précisément, on va voir qui sont les meilleurs défenseurs en NBA. Donc moi, individuellement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'adore les bonnes défenses, individuelles comme collectives, et je trouve que c'est un aspect qui est très très sous-coté du jeu. Et j'aime bien les mettre en avant, les bons défenseurs, parce que je trouve que comme dans le football, comme je l'ai évoqué dans ma vidéo sur le Ballon d'Or, ils sont pas assez mis en avant et ils ont pas assez de reconnaissance. Donc voilà, l'idée, ça va être de valoriser à la fois les très très bons défenseurs d'intérieur de raquette, comme les très très bons défenseurs au périmètre. Et pour ce faire, j'ai créé un indice mathématique qui s'appelle l'IND. Et donc IND, ça veut dire indicateur du niveau défensif. Pour ce faire, donc pour créer cet indice, j'ai regroupé les stats de plus de 55 joueurs sur la saison régulière 2024-2025. C'est important de préciser parce que je voulais pas le faire sur ce début de saison-là parce qu'il y avait des joueurs qui étaient blessés et il y a aussi pas assez de matchs pour l'instant pour avoir fait les stats. Donc voilà. Les statistiques individuelles que j'ai utilisées, donc c'est les interceptions, les contres, les rebonds défensifs, les deflections, le différence pourcentage, les DFGA, les defensive win shares, le defensive rating ainsi que la match-up difficulty. Donc là, je vous mets à l'écran les explications de toutes les stats. N'hésitez pas à faire pause parce que c'est mieux pour comprendre l'indice et se rendre compte de sa représentativité du coup pour chaque joueur et comment du coup leur score total est calculé. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai normalisé les stats de chaque joueur. Donc en fait, chaque stat, elle est mise sur une échelle de 0 à 1, 0 étant le plus bas score et 1 étant le plus haut. Et il y a une formule qui est très très simple, c'est-à-dire qu'on prend la stat d'un joueur X, par exemple, pour prendre un exemple, la stat de Wembanyama en interception par match, qui est de 1.1. Cette stat-là, on lui soustrait la stat d'interception par match la plus basse de la liste des joueurs que j'ai choisis. Ensuite, cette partie de l'équation-là, on va la diviser par la partie suivante qui est, on prend la stat maximale de la liste en interception par match et on lui soustrait à nouveau la stat minimale de la liste en interception par match. Ça nous donne un score, en l'occurrence ça fait 0,24 pour Wemby. Et du coup, interprété, littéralement, ça veut dire que Wemby est parmi les joueurs de la liste, seulement dans le top 76% en termes d'interception par match, parce que du coup, 0,24 moins, enfin 100 moins 0,24, ça fait 76, et c'est comme ça qu'on interprète un peu cette normalisation. Bref. Une fois que j'ai tous les stats normalisés de chaque joueur, je leur attribue un coefficient à chacune de ces stats. Et le coefficient est différent en fonction du poste des joueurs qu'on peut voir dans ce tableau qui s'affiche à l'écran. Donc voilà, on peut voir ici, je vous laisse mettre pause encore une fois pour voir les coefficients pour les joueurs extérieurs et pour les joueurs intérieurs. Le coefficient est différent pour les stats en fonction du poste parce qu'ils n'ont pas le même rôle ni les mêmes possibilités, les joueurs intérieurs et les joueurs extérieurs. Par exemple, contrer, c'est plus difficile pour un meneur de 1,90 m qui n'est que très rarement dans la raquette, là où la très large majorité des contres adviennent sur des drives notamment, etc. Et donc bah, le pivot, si le coefficient était le même, bénéficierait beaucoup plus de cet avantage. Inversement pour le pivot, c'est plus dur d'intercepter les ballons quand la plupart des dribbles sont réalisés à l'extérieur de la surface où les extérieurs justement défendent. Ensuite, je multiplie ce coefficient, du coup, avec chaque note normalisée des joueurs, j'additionne le résultat et je multiplie la somme totale par 100 pour obtenir l'indice final qui se trouve donc sur 100. Donc plus la note est proche de 100, plus le joueur est entre guillemets un meilleur défenseur selon l'IND. Petite précision juste, la somme des coefficients multiplicateurs pour les extérieurs est de 1,05. Donc théoriquement, les extérieurs ils sont notés sur 105, alors que les intérieurs sont notés sur 100, mais ils sont quand même dans le même classement. Parce qu'en fait, je considère que pour produire des stats, c'est généralement beaucoup plus dur quand on est en extérieur, même si j'ai fait en sorte d'adapter les coefficients comme je viens de montrer. En général, produire des stats, les rebonds défensifs, les contres, et après pour le reste, c'est quand même un peu égal. Donc voilà. Avant de donner le classement, juste, je vais vous dire que c'est très important de préciser que les stats ne veulent pas tout dire, même si on essaie de prendre en compte le plus d'aspects possible, ce sera toujours qu'une estimation. Donc voilà. Alors du coup, pour commencer, le classement à la 15e position, on retrouve Evan Mobley avec un score total de 51. Donc ça peut peut-être être une surprise devant le défenseur de l'année dernière aussi bas, mais il reste important de comprendre que les stats défensives d'Evan Mobley, donc les interceptions et les comptes notamment, elles peuvent être largement réparties avec Jarrett Allen, qui est aussi un pivot euh, des Cleveland Cavaliers et qui a aussi du coup beaucoup d'importance. Donc voilà, son DPOY mérité, bien sûr. Moi, je trouve qu'il a été mérité, qu'il a fait une très grosse saison défensivement et aussi quand même dû à la réussite collective de Cleveland. Et même si, comme j'explique au début, l'indice, il prend en compte cet aspect collectif, il n'est pas suffisamment fort dans le cas de Mobley pour compenser la différence individuelle en termes de statistiques, comme j'ai dit, de style, de bloc, etc., avec des joueurs qui sont plus hauts dans ce ranking. Mais voilà, Evan Mobley, ça reste un des tout meilleurs défenseurs de la NBA, et peut-être qu'il est un peu sous-évalué par l'indice. Ensuite, à la 14e position, on retrouve Jaren Jackson Jr. avec un score total de 52. Donc le DPOY 2023 reste l'un des meilleurs défenseur de cette ligue et l'un des joueurs les plus impactants sur la réussite au tir de ses adversaires. Il est dans le top 10% des joueurs qui impactent le plus négativement le tir, enfin la réussite au tir de ses adversaires, donc c'est très impressionnant. Malheureusement pour lui, ce qui a un impact un peu sur son score, c'est qu'il n'a pas assez de rebonds défensifs. D'ailleurs, il est très critiqué là-dessus.
Et la saison dernière, elle était un peu plus compliquée pour lui et pour les Grizzlies en général. Donc voilà, peut-être que l'année prochaine, enfin du coup la saison en cours, il va peut-être remonter dans le classement, mais pour l'instant, voilà, il est à la 14e place, mais ça montre quand même, c'est un très bon défenseur et ça l'a toujours été. Ensuite, à la 13e position, on retrouve Luguentz-Dort. Donc, Luguentz-Dort, c'est sûrement le meilleur ou le deuxième meilleur défenseur d'OKC, qui est la meilleure défense de la NBA. Donc, selon moi, Luguentz-Dort, ça reste l'un des 10 meilleurs défenseurs du monde, même si ici, qu'il est 13e, du fait de la difficulté des joueurs sur lesquels il défend. Notamment, il est top 5 en match-up difficulty, ce qui fait que, bah, du coup, il est parmi les joueurs qui défendent constamment sur les joueurs offensifs adverses les plus compliqués. Et il a un impact très, très important sur la réussite au tir. Mais le fait qu'il n'ait pas tant de stats défensifs concrètes, comme les comptes, les interceptions, les deflections, etc., et qu'il soit quand même top 13 en utilisant l'indice, je trouve que c'est une réussite. Et voilà, même si pour moi je le considère top 10 défenseur de la NBA, je trouve que le fait qu'il soit 13, ça montre que l'indice il est quand même assez représentatif. À la 12e position, ensuite, on retrouve Jalen Suggs, donc avec 53. Encore une fois, le fait que Suggs se retrouve aussi bien placé en utilisant l'IND, ça a été l'une des plus grandes satisfactions personnelles à faire cette vidéo. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un arrière, c'est l'arrière titulaire d'Orlando, c'est l'un de leurs joueurs les plus prometteurs, et c'est aussi l'un de leurs joueurs qui fait que Orlando était l'une des meilleures défenses l'année dernière, et depuis quelques années, ils ont une très très bonne défense. C'est pour moi le meilleur défenseur derrière d'Orlando. Donc, encore une fois, d'une des toutes meilleures défenses, il avait des très bonnes stats en termes de defensive win shares et de defensive rating, ce qui fait qu'il est aussi haut dans le classement et j'en suis très satisfait parce que je trouve que c'est un très bon défenseur qui mérite plus de reconnaissance. Il avait d'ailleurs été dans la NBA All Defensive Second Team en 2022-2023, si je ne me trompe pas. Ensuite, à la 11e position, on retrouve Rudy Gobert avec 53. Donc, c'est l'un des joueurs avec le plus de defensive win shares de la liste, dans le top 14%, et surtout un joueur qui conteste un large nombre de tirs par match, 17,8, qui est le top 8 NBA. Il a un très bon impact sur la réussite adverse au tir de ses adversaires, justement, parce qu'en fait, la réussite de ses adversaires, elle baisse de 3,2% quand Rudy Gobert défend sur eux, ce qui fait toujours de lui l'un des meilleurs défenseurs du monde. D'ailleurs, il avait été défenseur de l'année en 2023-2024, et c'était assez mérité. Donc voilà, toujours un des très, très bons défenseurs et un des joueurs les plus impactants au poste de pivot. Ensuite, à la 10e place, on retrouve Draymond Green avec la note de 54. Donc c'est un des défenseurs les plus complets de la liste et peut-être l'un des défenseurs les plus complets de l'histoire, capable de défendre à l'intérieur comme à l'extérieur sans aucune difficulté. Il a des excellentes stats en termes de réussite défensive collective. Et il a toujours été le cœur de la défense bien rodée de Golden State, en plus d'être très dérangeant pour l'adversaire car il fait baisser en moyenne de 4,7% leur réussite au tir, ce qui est très impressionnant et ce qui fait partie des meilleurs de la NBA tout simplement. À la 9e position maintenant, on retrouve Ozar Thompson avec 57. C'est l'un des défenseurs les plus sous-cotés de la ligue selon moi et l'un de mes joueurs préférés globalement, parce qu'il est dans l'ombre de son frère. Pourtant, c'est l'un des tout meilleurs défenseurs de la NBA, comme on peut le voir avec l'indice, il est quand même à la 9e place. C'est l'un des meilleurs défenseurs, voire le meilleur défenseur des Pistons. Il a une des match-up difficulties les plus élevées et il est dans le top 16% des joueurs qui impactent le plus négativement la réussite au tir de leur adversaire direct, ce qui est une très très bonne stat, sachant qu'Ozar Thompson rentre dans sa troisième saison NBA, donc affaire à suivre. Ensuite, à la 8e place, on retrouve Anthony Davis avec le score de 57. Même s'il est plus dans ses meilleures années, notamment physiquement, c'est toujours l'un des joueurs les plus forts de ce côté du terrain en NBA sans aucun doute. Déjà, il prend beaucoup de rebonds défensifs, ce qui est très important. Il défend sur beaucoup de tirs et plus important encore que de défendre sur beaucoup de tirs, il a un fort impact sur le tir adverse et fait partie des meilleurs de l'NBA dans ce domaine-là. Donc en bref, c'est un défenseur qui est très complet et toujours très difficile à affronter. C'est pour ça qu'Anthony Davis, il n'y a pas de surprise qu'il se trouve aussi haut dans ce classement malgré son âge et malgré le fait qu'il soit plus dans ses meilleures années. À la 7e position, on retrouve Jalen Williams avec le score de 58. Donc, il a terminé dans la NBA All Defensive Second Team la saison passée et c'est clairement l'un des meilleurs défenseurs au monde. En plus de sa participation majeure à la réussite défensive collective d'OKC en saison régulière comme en playoff d'ailleurs, où ils ont gagné le titre, qui était OKC justement la meilleure défense NBA en 24-25. Donc, outre le fait que collectivement il participe très très bien à cette défense, il est individuellement très 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 fort. Il est vraiment monstrueux. La stat qui est toujours la plus parlante, c'est le différence pourcentage. Jalen Williams, il affiche un moins 5,2 face à ses adversaires, ce qui fait que, comme j'expliquais tout à l'heure, l'interprétation simple, les adversaires face à Jalen Williams, leur réussite au tir baisse de 5,2%, ce qui est très très fort. Et voilà, il a beaucoup d'autres qualités. Athlétiquement, il est très très fort. À l'intérieur, ça lui permet de défendre. Donc, il ressort beaucoup dans les stats de défense collective, donc comme le defensive, les win shares et le defensive rating qui est un peu impacté par l'aspect collectif. Mais pour autant, individuellement, ça reste un des tout meilleurs défenseurs du monde. Et pour moi, il mérite très largement sa place dans ce top 10. Et le fait qu'il soit aussi haut dans l'IND, ça me surprend pas du tout. À la 6e position, maintenant, on retrouve Ivica Zubac. Donc, c'est encore un joueur de cette seconde team All Defense de l'année passée. Le pivot des Clippers, c'est sûrement leur meilleur défenseur, car Kawhi, même s'il a toujours un très bon niveau de ce côté du terrain, il est plus à son niveau d'avant, de ses années 2017 où il était défenseur de l'année, etc. Zubac est un des meilleurs rebondeurs NBA. Il est dans le top 11% des joueurs qui contestent le plus de tirs par match, tout en réduisant considérablement la réussite adverse. C'est un peu dans le même type que Davis, comme j'ai évoqué avant. Il est très complet, il est très difficile à battre.
et c'est vraiment un pilier pour son équipe. Donc voilà, moi ça m'étonne pas qu'il soit aussi haut, un des meilleurs pivots de la ligue et un des meilleurs défenseurs sans aucun doute. Maintenant, à la cinquième position, on retrouve Amen Thompson avec le score de 59. Je l'évoquais tout à l'heure en parlant de son frère, mais Amen Thompson, il est en même temps vraiment tellement impressionnant. Il est hyper athlétique, il est capable de garder presque tout type de joueurs défensivement, des pivots, enfin vraiment tout type de joueurs. Et surtout, c'est le meilleur défenseur de la quatrième défense NBA la saison dernière, donc en l'occurrence les Houston Rockets. Il a une match-up difficulty qui est très élevée, donc dans le top 16% des joueurs, avec la match-up difficulty la plus élevée. Et pourtant, la réussite au tir de ses adversaires, elle chute de 5,4% face à lui. Et ce n'est que le début parce qu'il va sûrement grimper dans l'échelle dans les années à venir. Comme j'ai dit pour Ozar Thompson, c'est que sa troisième année, donc affaire à suivre encore une fois. À la quatrième position maintenant, on retrouve Chet Holmgren avec le score de 60. Donc Chet, c'est vraiment très très simple à dire, hein, c'est l'un des meilleurs contreurs de la ligue. Il serait sûrement plus haut d'ailleurs s'il avait manqué moins de matchs la saison passée et qu'il avait peut-être pu un peu montrer plus de stats et monter en puissance au cours de la saison. Mais pour résumer son impact plus simplement, Holmgren est dans le top 1% des joueurs qui font le plus baisser la réussite adverse au tir parmi la liste des joueurs, des 55 joueurs que j'ai sélectionnés, avec un monstrueux moins 7,2%. Donc c'est parmi les deux meilleurs joueurs tout simplement de cette liste, ce qui est exceptionnel. Après, ce qui fait baisser un peu Holmgren, c'est le fait que pour un pivot, ils prennent pas beaucoup de rebonds défensifs, mais on espère que ça va arriver pour lui dans les années à venir et qu'il sera encore plus impactant dans cet aspect-là du jeu. À la troisième place maintenant, on retrouve Alex Caruso avec 62. J'évoquais Holmgren qui était dans le top 1% des joueurs qui font le plus baisser la réussite adverse au tir dans la liste. Alex Caruso, lui, est dans le top 0%. En fait, c'est le joueur qui fait le plus baisser la réussite au tir adverse dans la liste. Non seulement ça, mais Caruso a aussi le plus haut defensive rating de toute cette liste, faisant de lui un joueur quasi imprenable sur cette partie du terrain. Et le troisième joueur de l'IND, pour moi, c'est complètement mérité, surtout de ce qu'on a vu en playoff. Mais là, même si c'est les stats de la saison régulière, le high test qu'on a vu en playoff, notamment dans la série face aux Nuggets ou encore dans la série en finale face aux Pacers, il est absolument monstrueux et il mérite pour moi très clairement cette place. À la deuxième position maintenant, on retrouve Dyson Daniels avec le score de 65. Dyson Daniels, c'était dans le top 7% des joueurs avec la plus haute match-up difficulty la saison passée, et toujours cette saison d'ailleurs, je suppose. Et c'est pourtant face à ces excellents attaquants qu'il est le joueur faisant le plus d'interceptions par match de la NBA. Une stat cruciale quand on connaît l'importance de la bataille au turnover en NBA, depuis quelques années notamment. C'est aussi le joueur qui a le plus de deflections par match, qui détourne environ plus de 6 ballons par match sans pour autant les intercepter. Ce qui en fait, c'est un petit grain de sable très dérangeant pour l'engrenage offensif adverse et ça peut perturber tout un système offensif jusqu'à être souvent à l'origine d'une perte de balle. Donc Dyson Daniels, dans cet aspect-là du jeu, il est absolument monstrueux. Il était dans les finalistes aux défenseurs de l'année la saison passée. C'est complètement mérité et il est reparti sur sa lancée d'ailleurs cette saison. L'année dernière, il était à 3 interceptions par match. Là, il est à peu près à 2,5. Mais voilà, ça reste le meilleur intercepteur de la NBA et c'est tellement important que pour moi, cette place de numéro 2 dans l'IND, elle est clairement justifiée. Mais maintenant, à la première position, évidemment, on retrouve Victor Wembanyama avec le score de 74. C'est tout simplement le meilleur contreur NBA avec une longueur d'avance sur le deuxième. Il a 3,8 points par match, alors que le deuxième, c'était Walker Kessler avec 2,4. C'est un des joueurs avec le plus gros volume de rebonds défensifs et il est dans le top 5 des joueurs de la liste en termes de différence pourcentage, avec un impressionnant moins 6,6% quand les adversaires tirent contre lui. Donc c'est tout simplement exceptionnel. Sur quasiment tous les aspects de l'IND, il est présent, il est très souvent très haut parmi les autres joueurs de la liste. Pour moi, c'est le meilleur défenseur du monde sans l'ombre d'un doute, et pour longtemps encore, parce que comme j'ai évoqué pour Amen Thompson ou Ozar Thompson, il est que dans sa troisième année. Donc voilà, Wembanyama, meilleur défenseur du monde, et je l'espère pendant de très longues années encore. Du coup, juste pour terminer la vidéo, je voulais te donner quelques mentions honorables. Donc, c'est des mecs qui sont hors du top 15, mais qui, je pense, font partie des tout meilleurs défenseurs de la NBA, mais qui sont pas valorisés, notamment par la stat. Je pense à Bama Debayo. Pour moi, Bama Debayo, il fait clairement partie de cette liste. Il est clairement dans le top 15, voire le top 10. Aussi, Bilal Koulibaly, qui est un excellent défenseur, surtout sur des meneurs, où là, son passé, on l'a vu faire des grosses perfs, Jalen Brunson notamment. Andrew Nembhard, qui a été l'un des meilleurs défenseurs des playoffs et, euh, et qui est le joueur avec la plus haute match-up difficulty de la NBA. Donc, c'est le joueur qui défend tout le temps, à 100% du temps sur le meilleur joueur offensif adverse. Donc, très impressionnant. Aussi, Herb Jones, qui avait été dans la NBA All Defensive First Team en 2023-2024, qui a été qui est un très très bon défenseur. Et je dirais aussi OG Anunoby, qui est pour moi l'un des meilleurs défenseurs de la NBA et qui avait largement participé à la réussite des Knicks lors des playoffs de la saison passée. Donc il y en a qui ont surtout montré un gros niveau défensif en playoff, comme j'évoquais, notamment Anunoby et Nembhard qui avaient été très très forts. Et les autres qui pâtissent un peu de la faiblesse collective de leur équipe et des blessures, ce qui limite leur performance sur l'IND, notamment Koulibaly et Herb Jones. Et donc je termine en disant que ça reste qu'un indice basé encore une fois sur des statistiques et des mesures qui utilisent elles-mêmes ces statistiques. Globalement, ça met en faveur les joueurs qui en produisent, et ça sera toujours limité car ça ne pourra jamais prendre en compte le positionnement, la communication, etc. Là où des joueurs comme Bam Adebayo, ils excellent. Après,
Quand il s'agit des comptes, des interceptions, par exemple, ça reste des statistiques qui, factuellement, elles ont énormément d'impact sur le jeu et qui peuvent faire basculer des rencontres, d'où leur coefficient important. De plus, par exemple, la stat de différence pourcentage qui peut parfois être faussée du fait de qui est son match-up est justement balancée en prenant en compte la difficulté du match-up, qui est un indice créé par le site Crafted NBA et qui est très très intéressant. Donc je trouve quand même que l'indice, il est assez représentatif, malgré des joueurs qui manquent évidemment dans la liste, comme je viens d'évoquer dans les mentions honorables. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire qui vous pensez, vous, sont les meilleurs défenseurs NBA, qui vous aurez préféré voir dans l'indice, comment je pourrais peut-être l'améliorer. N'hésitez pas à vraiment me donner votre avis, à vous abonner, à liker la vidéo et à partager. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les mecs.